Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 30 novembre 2024 avec comme titres principaux, on a tout d'abord cette escalade qui est extrêmement grave. Alors cette escalade vient de l'autorisation du gouvernement Biden de frapper la Russie avec des attaques MS. Ensuite, cela a été suivi par l'Angleterre avec l'envoi de Storm Shadow. Donc les attaques MS ont touché l'oblast en Russie de Bryansk et l'oblast toujours en Russie de Kursk, et les Storm Shadow ont touché l'oblast de Kursk aussi. Donc en réponse à tout cela, Vladimir Poutine avait lancé son tout nouveau missile qui est en réalité révolutionnaire, le missile Oreshnik, qui a touché l'énorme complexe militaire-industriel ukrainien Yuzhmash. Et en réponse en cela, l'OTAN a dit donc il faut s'armer toujours plus, il faut être plus agressif. Bref, nous verrons tout cela en article. Autre sujet que nous allons aborder, c'est le sujet des soldats nord-coréens. Et j'ai envie de vous dire, mais qui a vu des soldats nord-coréens en Russie? Apparemment, beaucoup de gens. On a la Corée du Sud, on a l'Ukraine, on a les États-Unis. Ces trois pays, évidemment totalement alignés, ont vu des dizaines de milliers de soldats nord-coréens, peut-être même 100 000. Et ces 100 000 soldats nord-coréens vont éventuellement se battre contre l'Ukraine. Alors pourquoi je ne cesse de répéter, mais où sont les soldats nord-coréens? Alors ça fait des semaines que je vous en parle, ça fait des semaines que je vous dis qu'il n'y a toujours strictement aucune preuve. Et comme des semaines ont passé et qu'il n'y a strictement toujours aucune preuve, je me répète, aucune vidéo, aucune photo, aucun document, rien de rien. Et pourtant, les médias nous assurent, et en particulier les trois pays que je viens de nommer, ils sont sûrs d'eux, ils connaissent leur nombre exact, ils savent qu'ils sont partis de Vladivostok à Kursk, ils savent combien il y en a exactement à Kursk, à 1000 personnes près. Là, on est les chiffres du Pentagone, on est entre 11 000 et 12 000, là, au moment où l'on parle. Ils savent toujours exactement ce qu'ils font, etc. Et pourtant, rien. Alors pourquoi j'insiste lourdement, encore une fois? Parce que n'oublions pas que la présence des soldats nord-coréens à Kursk a été le prétexte officiel du gouvernement Biden pour donner l'accord à l'Ukraine de frapper avec des attaques MS la Russie. C'est quand même la raison officielle. Et c'est quand même, ce sont quand même des actes qui peuvent mener à cette fameuse troisième guerre mondiale dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est quand même extrêmement grave, avec des conséquences mondiales. Je vous rappelle que la Russie a signé un pacte avec la Corée du Nord de protection. C'est l'équivalent du pacte otanien, si vous voulez, mais encore plus ferme, encore plus clair. Parce que le coup de l'article 5, il n'est nullement automatique, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ça veut dire que si la Russie, de manière tout à fait hypothétique, attaque la Pologne, envoie des chars, etc., l'article 5 peut jouer, mais ça n'oblige absolument en rien, en réalité, la France, les États-Unis à défendre la Pologne. Ça, c'est ce qu'on vous dit dans les médias, mais en réalité, l'article 5, il est beaucoup plus subtil. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que la réponse officiellement n'est pas forcément automatique, au niveau légal officiel, bien sûr. Alors,
Moi, je pense que l'OTAN, effectivement, interviendrait en réalité, mais là, je parle simplement d'un point de vue de comment marche l'article 5, hein, d'un point de vue purement légal. Bref, donc le sujet nord-coréen, on va regarder ça en article, bien sûr. Sujet extrêmement important. Et en dernier sujet principal, on a Trump qui a nommé un ex-général qui a 80 ans, si mes souvenirs sont exacts, qui s'appelle Keith Kellogg, donc un ancien militaire. Lui va être le truchement entre les États-Unis, l'Ukraine, mais aussi, on s'en doute, la Russie. Mais au tout du moins, il va être l'ambassadeur officiel pour résoudre le conflit russo-ukrainien. Donc va être lui qui va s'occuper spécifiquement du conflit. Donc il va être le truchement de Donald Trump pour cela. Donc c'est très très important la nomination de ce personnage. Et évidemment, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire, bien entendu, mais on a quelques indices. Alors on va regarder ça, bien entendu, en article comme d'habitude. Et avant d'aller plus loin, une mise à jour des dernières nouvelles que j'ai eues. Donc Vladimir Poutine a à nouveau pris la parole et suite à l'attaque massive, record même, contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine et suite aux tirs d'attaque MS de Storm Shadow, et après la frappe de Loreshnik sur le complexe militaire industriel de Yushmash, Vladimir Poutine a dit qu'il se réservait maintenant le droit de frapper des centres de commandement au sein de Kiev. Donc ça, c'est très très important. Alors évidemment, inutile de vous dire que l'OTAN est en panique, parce que dans les centres de commandement à Kiev, bah, il y a des officiers de l'OTAN, bien évidemment, comme depuis début 2015. Donc tout le monde le sait. Donc tout le monde est en panique et évidemment en premier lieu le gouvernement ukrainien parce que d'habitude les médias et les membres de l'OTAN méprisaient les dires de Poutine, ignoraient les avertissements de Poutine. Donc c'était vraiment une sorte de mépris. C'était tout le temps dans les médias, c'était il bluffe. Ah, c'est Poutine, il bluffe, il ne fait que bluffer de toute manière. Sauf que là maintenant, depuis qu'il y a eu Loreshnik qui a frappé Dnipro, là il commence à prendre Vladimir Poutine au sérieux. Ce serait bien la première fois d'ailleurs qu'ils prennent Vladimir Poutine au sérieux. Et je ne rigole pas en disant cela. N'oubliez pas l'énorme avertissement au Conseil de sécurité à Munich en 2007, où il avait dit attention, attention, la Russie commence à s'armer très fortement du fait du non-respect de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Déjà, premier avertissement solennel en 2007 devant le monde entier. Ensuite, deuxième mépris colossal pour les accords de Minsk, hein, évidemment, donc, rouler dans la farine les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne a roulé Vladimir Poutine dans la farine pendant plus de 8 ans. Accord de Minsk 1 et 2, ça a duré fort longtemps. Et ensuite, quand Vladimir Poutine, en 2018, a pris la parole à Sochi, où il a annoncé au monde entier que la Russie avait des nouvelles armes révolutionnaires, et il avait présenté le Sarmat, le Poséidon, le Kinjal, le Zircon, l'arme laser Perez-Vest, et j'en oublie peut-être encore un ou deux. Bref, et tout le monde avait rigolé côté occidental en disant il bluffe, il fait de la propagande. Et pourtant, tout s'est révélé vrai. Et oui. Ah, c'est le missile Burevestnik. Voilà, j'avais oublié ce dernier missile à propulsion nucléaire. Bref, donc voilà, donc peut-être maintenant vont-ils le prendre au sérieux.
Bref, donc centre de commandement à Kiev qui maintenant sont dans le viseur de la Russie et aussi d'après une de mes sources, Alexander Mercouris, donc une grande source internationale, eh bien concernant Yuzhmash, Yuzhmash aurait été quasiment complètement détruit. Il y aurait des centaines de blessés et des dizaines de morts ainsi que énormément d'ingénieurs ukrainiens et aussi possiblement des ingénieurs de l'OTAN, ainsi que des techniciens de l'OTAN qui auraient été dans ce complexe militaro-industriel. Alors là, je répète, Alexander Mercouris, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. En tout cas, moi, je ne vous confirme rien. Mais comme lui, c'est une grande voix dans le monde Internet quant à la géopolitique en anglais, il est anglais, eh bien je vous répète ça parce que c'est une source qui est prise comme quelqu'un de très très sérieux. Voilà pour les dernières nouvelles et concernant le missile Oreshnik, d'après le New York Times du 28 novembre, qui reprend les dires de l'état-major ukrainien, la Russie aurait une dizaine de missiles Oreshnik. Ça, c'est d'après le gouvernement ukrainien. Ça a été repris par le New York Times du 28 novembre. Voilà, je voulais vous faire ces dernières mises à jour par rapport à mon dernier point sur l'Ukraine. Commençons. Donc là, on va commencer avec un article de France 24 qui nous dit « Bunker et manuel de survie. Les pays de l'Union européenne préparent leur population à la guerre. » Alors j'explique, manuel de survie parce que la Suède a publié un manuel de survie en cas d'attaque russe, manuel qui a été distribué aux Suédois. Bunker, parce que là on a le ministre de la Défense allemand qui a décidé de répertorier tous les bunkers, abris souterrains pour protéger la population allemande en cas d'attaque de l'Allemagne. Et vous allez voir, bien entendu, ce n'est pas fini. Ici, un article d'Euronews qui nous dit « La Russie pourra attaquer l'OTAN d'ici la fin de la décennie », prévient le chef des services de renseignement allemand. Ah, très bien, alors c'est très effrayant tout ça. J'aimerais savoir sur quoi se base-t-il pour arriver à une conclusion aussi apocalyptique. Parce que pour arriver à une conclusion aussi terrible, ça veut dire que les preuves doivent être massues, doivent être irréfutables pour en arriver là, parce que ça implique beaucoup de choses, hein, que la Suède fasse des manuels de survie, que l'Allemagne se prépare à la guerre, comme bien d'autres pays européens, France, Angleterre, etc., hein, bien entendu. Mais ça veut dire que énormément de budgets de l'Union européenne vont aller pour la défense, hein. Donc c'est un choix énorme parce que ça veut dire appauvrir la population puisque les États auront moins d'argent dans leur trésor. Alors bon, c'est une décision gravissime de se préparer à une guerre contre la Russie parce que ça implique énormément de choses et en plus sur le long terme. Alors ils doivent avoir des éléments irréfutables, je suppose, hein, qui indiquent très clairement que Vladimir Poutine a l'intention d'envahir l'Europe. Je n'en doute pas, bien entendu. Là, on a Eurasia Daily qui nous dit « L'OTAN envisage de lancer des frappes préventives contre la Russie », d'après l'amiral Bauer. L'OTAN discute avec les pays de l'Alliance de la possibilité de mener des frappes de précision préventives sur le territoire russe en cas de conflit armé. C'est ce qu'a déclaré le chef du comité militaire du bloc, l'amiral Rob Bauer, lors d'une conférence à Bruxelles. Il a qualifié de positif le fait que l'OTAN ait changé son attitude envers l'essence de l'organisation en tant qu'alliance de défense, ainsi que la perception selon laquelle il faut rester assis et attendre d'être attaqué, et seulement ensuite de réagir. Ah, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Oui, il a raison, l'amiral Rob Bauer. Il faut faire une guerre préventive contre la Russie. Comme ça, on frappe la Russie et la Russie va rester les bras ballants. Elle sera tellement surprise
atterrée d'une telle attaque de l'OTAN qu'elle sera complètement paralysée. C'est un choix très éclairé de Rob Bauer. Je suis sûr que la Russie en frémit d'avance. Et qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Après tout, les Russes ont déjà perdu plus de 600 000 soldats si l'on en croit les Ukrainiens. Et toujours d'après les Ukrainiens, les Russes perdent environ 1500 soldats par jour. En fait, les Russes ont tellement plus de soldats qu'ils sont obligés de faire appel aux soldats nord-coréens. Voilà, donc non, non, c'est pas idiot, hein. En plus, les Russes ont presque plus de missiles, parce que là, ils ont quasiment épuisé leur stock, étant donné tout ce qu'ils ont utilisé récemment, et bien entendu, ils n'ont presque plus d'obus. Donc, puisqu'ils sont obligés de faire appel à la Corée du Nord pour avoir des obus. Donc tout ça, ce sont des faits très connus, absolument irréfutables. Et donc là, Monsieur Bauer on a décidé qu'il en était assez que l'OTAN soit une entité uniquement de défense et que maintenant cela devait devenir une entité agressive d'attaque pour être beaucoup plus efficace. Donc tout ça, ne vous inquiétez pas, a été mûrement réfléchi par ce grand militaire. Donc oui, bien entendu, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est ce qu'a compris le très brillant amiral Rob Bauer, qui est en fait un personnage tout à fait éminent, puisque c'est lui qui conduit les affaires militaires de l'OTAN. C'est pas le chef de l'OTAN, Mark Rutte, bien sûr, c'est lui qui conduit les affaires militaires, en réalité. Donc, nous verrons bien hein, si il va jusqu'au bout de ses convictions, et bien sûr, s'il arrive à convaincre le bloc de l'OTAN pour faire cette action préventive absolument nécessaire pour empêcher la Russie d'envahir l'Europe. Ici, un article de la BBC qui nous dit « Pas de ligne rouge dans le soutien à l'Ukraine », déclare le ministre français des Affaires étrangères à la BBC. Alors, faut savoir que la France a eu des discussions avec l'Angleterre pour vraiment sérieusement envoyer des troupes au sol en Ukraine. Alors au final, Keir Starmer, le Premier ministre anglais, s'est dégonflé puisqu'il a dit que bon, pour l'instant, il n'enverrait pas de troupes au sol. Donc évidemment, là pour le coup, ça casse l'élan de la France qui a remis ça sous le tapis de manière assez discrète, mais très tangible, hein, puisqu'il y a des discussions détaillées avec les Anglais pour cela. Les Anglais ont finalement, pour l'instant, renoncé. Ça veut dire que la France, pour l'instant, doit renoncer, mais l'affaire n'est pas complètement lâchée, hein. Ça ne veut pas dire que plus tard, l'Angleterre ne changera pas d'avis. Donc tout est encore possible. Toutes les escalades, donc, sont possibles. Et vous voyez que la France est très claire. Il n'y a pas de ligne rouge. Bref, nous verrons bien. Alors maintenant, on va parler des soldats nord-coréens, les fameux soldats nord-coréens en Russie, et principalement à Kursk, bien sûr. Là, on a l'Union européenne et le président américain Joe Biden prennent des mesures sans précédent pour renforcer les défenses ukrainiennes et européennes après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du 5 novembre et l'implication de la Corée du Nord dans la guerre en Ukraine avec des troupes. Et oui, donc c'est l'élection de Trump et l'implication de la Corée du Nord qui a fait décider le gouvernement de Joe Biden de donner l'autorisation de frappe avec des attaques MS en Russie. Donc c'est très important à se souvenir. Et bien entendu, ce que nous disent les grands médias, c'est que c'est l'implication de la Corée du Nord. Ils ne parlent pas de l'élection de Donald Trump, là, ça a été ajouté là, mais c'est l'implication de la Corée du Nord qui donne le prétexte officiel au gouvernement Joe Biden d'avoir donné cet accord. Et là, on a la Corée du Nord a envoyé 11 000 soldats combattre dans la région russe de Kursk
où l'Ukraine mène une contre-invasion depuis août, depuis le 6 août en fait. Donc là, c'est très clair, hein. Vous voyez que là, c'est Al Jazeera, ils ne prennent aucune pincette. La Corée du Nord a envoyé 11 000 soldats. Voilà. C'est ferme et catégorique. Et là, on passe sur le site du Pentagone, Pentagone qui affirme que 10 000 soldats nord-coréens sont déployés dans l'oblast de Koursk. 10 000 soldats nord-coréens dans l'oblast de Koursk en Russie. Et le porte-parole du Pentagone a déclaré qui, s'ils entraient en combat, ils seraient des cibles légitimes pour les soldats ukrainiens. Le major de le général de l'armée de l'air Pat Ryder a également déclaré que les responsables estimaient qu'il y avait actuellement entre 11 000 et 12 000 soldats nord-coréens en Russie. Nous avons vu des rapports de presse sur des opérations de combat présumées nord-coréennes et nous étudions ces informations. Vous notez, ils ont vu des rapports de presse. Pas des rapports militaires, mais des rapports de presse, a déclaré Ryder aux journalistes lors d'une conférence de presse. À ce stade, nous ne pouvons pas corroborer ces informations. Alors, il ne peut pas corroborer des informations, mais il est sûr. Hein. Il est sûr pour affirmer qu'il y a 10 000 soldats nord-coréens dans Koursk. Alors, ce n'est pas nouveau. Et ce qui n'est pas nouveau non plus, c'est que nous n'avons toujours vu aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Et comme je le répète maintenant à chaque point sur l'Ukraine, vous vous doutez bien que si la Corée du Sud, qui a été la première à alerter, hein, ainsi que l'Ukraine et le Pentagone avaient eu nombre de preuves, vous vous doutez bien qu'ils n'auraient de cesse de nous la montrer afin de justifier les frappes aux attaques MS en Russie. Bien évidemment, vous notez aussi que Lloyd Austin et le Pentagone avaient fait des conférences de presse pour dire que frapper la Russie avec des attaques MS ne servait à rien puisque la Russie s'était déjà protégée. On parlait alors des aérodromes hein, concernant les avions. Donc ça ne servait à rien. À 3 reprises, Zelensky a demandé à faire ses frappes. À 3 reprises, Joe Biden a dit non. Avec l'appui très ferme de Lloyd Austin et du Pentagone. Et là, tout d'un coup, ça change. Tout d'un coup, ça change. Alors, bien évidemment que s'il y avait des Nord-Coréens à Koursk, ça se saurait. La Corée du Sud, l'Ukraine, le Pentagone dit qu'ils ont des rapports de presse, ils ne peuvent pas les corroborer, mais ils en sont quand même certains. En gros, ils ne montrent strictement rien, pas une photo, pas un document, pas une vidéo, rien. Ça sort de nulle part et bien sûr, ça tombe pile au moment où Trump vient d'être élu et qu'il faut absolument en urgence faire une escalade parce que sinon l'Ukraine se retrouverait bien dépourvue. Donc les escalades doivent être faites en urgence avant le 20 janvier et donc il fallait trouver un prétexte pour l'escalade la plus puissante, c'est-à-dire frapper avec des attaques MS. Et le prétexte, c'est des soldats nord-coréens dont on n'en voit pas la queue, comme on dit. Et puis on continue, n'oubliez pas l'envoi aussi de mines antipersonnelles. Bref, ces deux sujets, c'est-à-dire frapper avec des attaques MS la Russie, Joe Biden, le Pentagone, Lloyd Austin ont toujours été archi contre. Et l'envoi de mines antipersonnelles, ça a toujours été contraire depuis 1991 à la politique américaine, je dis bien depuis 1991. Les États-Unis s'en abstenaient, avec l'exception de la Corée du Sud dans la zone de la Corée du Nord, c'est-à-dire Corée du Sud, Corée du Nord, à part cette zone, mais historiquement, c'est-à-dire depuis les années 50, c'est l'exception, mais les États-Unis ont toujours officiellement été contre l'utilisation des mines antipersonnelles. Et en plus, ça touchait encore plus Joe Biden, qui lui, personnellement, était archi contre. Et là, tout d'un coup, en 2-3 semaines,
il change d'avis sur deux choses qui lui tenaient vraiment à cœur, comme par hasard. Donc il y a beaucoup quand même de faits très troublants qui amènent à cette autorisation de frappe avec les attaques MS. Et à mon avis, dans quelques temps, on verra que ça fera pchit, c'est-à-dire quand Trump sera vraiment le président et qu'on tirera tout ça au clair. Alors là, toujours sur le site du Pentagone, mais 2 semaines plus tard, au 18 novembre, on a les troupes nord-coréennes entrent à Koursk où les Ukrainiens combattent. Vous voyez, exactement comme le titre précédent, c'est catégorique là, hein. Les Nord-Coréens sont à Koursk. Mais là, plus bas, qu'est-ce qu'on lit? Il est probable qu'environ 11 000 soldats nord-coréens soient entrés dans la région de Koursk. Ah bah moi je ne comprends pas. Dans l'article précédent, le Pentagone affirme qu'il y a des troupes nord-coréennes à Koursk, mais en nous basant sur des rapports de presse qu'on est toujours en train d'étudier, mais on n'a toujours rien qui corrobore les faits, mais on cherche, hein, toujours. Et là, plus tard, on a un autre article où c'est toujours une affirmation catégorique, et toujours pareil, quand on regarde les petites lignes plus bas, bah, on s'aperçoit, là, il est probable. Voilà. Donc, tout cela veut dire que, évidemment, que c'est de la manipulation journalistique, évidemment que les médias y participent. Vous voyez cette manière tout à fait grossière d'essayer de tromper les gens, hein, en espérant que la plupart des gens ne lisent que le gros titre et ne lisent pas le reste. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au gros titre et qui ne lisent pas le reste. Donc ils comptent surtout sur ce biais de non-curiosité des gens. Mais là, vous voyez, c'est complètement grossier, c'est complètement ridicule. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a toujours aucune preuve, et à mon avis, on peut toujours attendre pour voir une preuve d'un vrai soldat nord-coréen en Russie, et là je dis bien en Russie, et pas à Koursk forcément. On n'a toujours aucune preuve qu'il y ait un seul soldat nord-coréen en Russie, et je parle de toute la Russie. On n'a aucune preuve. Alors, je ne dis pas, pour être très clair, qu'il n'y en a pas des soldats nord-coréens en Russie, je ne dis pas cela. Je dis qu'il n'y a strictement aucune preuve, et je dis que s'ils en avaient une, eh bien, il y a longtemps qu'ils l'auraient montré. Là, on est toujours dans la manipulation. Croyez-moi sur parole, faites-moi confiance. Et ça s'arrête là. C'est un peu léger pour une raison qui peut nous mener potentiellement à la Troisième Guerre mondiale. C'est un peu léger. Passons au sujet des mines antipersonnelles envoyées par les États-Unis. Donc là, un article du journal Le Monde qui nous dit « Guerre en Ukraine, les USA critiqués pour avoir autorisé la livraison de mines antipersonnelles à Kiev. Washington a justifié sa décision en invoquant un changement de tactique de la part des Russes. Zelensky estime que ces armes controversées sont très importantes pour stopper les assauts russes. » C'est le deuxième grand virage stratégique de Joe Biden en quelques jours, mais celui-ci est plus controversé, avec des conséquences humanitaires et économiques considérables pour les Ukrainiens. Le président américain a autorisé la fourniture de mines antipersonnelles à l'Ukraine pour aider à stopper l'avancée russe, a annoncé mercredi 20 novembre le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. 3 jours plus tôt, Biden avait autorisé Kiev à frapper la Russie en profondeur avec des missiles américains, attaque MS. Ah, gros virage stratégique de Joe Biden, je vous ai déjà expliqué ce qu'il en était de ses avis. Lui, il était un farouche opposant de l'envoi d'attaques MS en Russie et farouche opposant de l'utilisation des mines antipersonnelles. Et tout d'un coup, en quelques jours, il change complètement d'avis, à 180 degrés. Alors maintenant, pour revenir aux mines antipersonnelles, vous notez, bon, les USA sont très critiqués, mais bon, c'est normal que Washington envoie des mines antipersonnelles parce que
il y a eu un changement de tactique de la part des Russes. Ah, bah alors s'il y a eu un changement de tactique de la part des Russes, alors je vous dis tout de suite c'est quoi le changement de tactique. Le Pentagone dit ah bah là ils utilisent beaucoup moins les tanks et les véhicules blindés et ils utilisent plus l'infanterie. Donc maintenant ça vaut plus le coup d'utiliser des mines antipersonnelles. Alors vous voyez que c'est très prosaïque hein, comme raison pour changer d'avis comme ça à 180 degrés. C'est très voilà, c'est très très militaire. Hein, changement de tactique. Ah bah là, s'ils ont changé de tactique, ah bah ce qu'on s'est interdit de faire depuis 1991, ah bah là on peut le faire. Bon alors évidemment ça change rien. C'est toujours controversé, il y aura des conséquences humanitaires et économiques considérables pour les Ukrainiens. Moi, c'est pas grave, ça va affaiblir les Russes, parce que c'est quand même notre but primaire. Hein. Les Ukrainiens, bon, c'est un peu secondaire, voire tertiaire. Ce qui compte, c'est d'affaiblir les Russes. Donc la morale, l'éthique, c'est pas grave, mais bon, voilà quoi. Alors, la chose, c'est que on nous dit changement tactique, donc on peut se permettre d'envoyer des mines antipersonnelles. Bon, d'accord, mais là, c'est pas on envoie quelques caisses, c'est on envoie très exactement, d'après ce que j'ai lu, pour 276 millions de dollars. Donc c'est des millions de mines. Donc que va-t-il arriver à l'Ukraine? Là, on ne parle pas de quelques centaines de mines comme ça, ni même de quelques milliers. On parle de millions de mines. Vous vous imaginez dans quel état va être l'Ukraine? Et pour les Ukrainiens, après. Donc, bon, bah oui, effectivement, c'est très controversé. C'est l'euphémisme de l'année, hein, bien sûr. Donc, évidemment, on est dans l'escalade. On est toujours dans l'escalade. Et jusqu'où ça va se finir? Jusqu'où? Alors là, dans l'air du temps, c'est d'envoyer des troupes au sol, françaises, anglaises, on ne sait pas. Mais bon, le problème, c'est que l'Europe n'est pas au diapason. L'Italie ne veut surtout pas d'escalade. L'Allemagne a dit non, aucune escalade. D'ailleurs, l'Allemagne, c'est le pays qui fait le plus de reculades. Les Italiens, eux, ont toujours été extrêmement fermes pour ne pas faire la moindre escalade avec la Russie. Mais les Allemands, eux, font carrément une reculade. Donc, je ne sais pas. Nous verrons bien jusqu'où va aller cette escalade occidentale. Alors, pour finir sur le sujet de l'escalade, on va finir avec un article de DPA International au 27 novembre qui nous dit aucune preuve de sabotage jusqu'à présent après le crash d'un avion en Lituanie. Alors vous vous souvenez, c'est le 737 qui s'est écrasé en Lituanie et personne n'avait une explication. Par contre, bien évidemment, tous les médias de concert déjà nous laissaient entendre qu'il était possible que ça soit un sabotage russe. On nous disait cela. On a l'impression de revivre la même histoire que les Nord Stream. Quand les Nord Stream ont été explosés, on a dit c'est les Russes. Tous les médias ont dit ah bah oui, ça ne peut être que les Russes. Il y a forte chance que ça soit les Russes quand même, hein. Bien évidemment. Il est tout à fait logique que les Russes explosent leur pipeline, leur propre pipeline, qui leur a coûté des milliards et des milliards de dollars. De mémoire, je crois que ça leur a coûté 9 milliards de dollars. Et que non, ça ne leur est pas venu à l'esprit de fermer le robinet de leur côté. Non, non, eux, ils connaissent pas, c'est des barbares, vous savez bien, ils sont arriérés, les Russes. Donc pour arrêter l'écoulement d'un pipeline, ils ne connaissent que l'explosion. Donc eux, ils connaissent pas le robinet, ils savent qu'exploser des pipelines pour arrêter le flux du gaz. Ils connaissent que ça, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça hein, qu'on nous vendait. Hein. Donc, là, après, c'était, ah bah non, ah bon, non, c'est pas les Russes. La Suède a mené une enquête officielle et la conclusion de l'enquête de la Suède, c'est que non, ce n'est pas les Russes.
Alors on a tous demandé, on s'est tous demandé, bah alors si c'est pas les Russes, c'est qui? Et là, la Suède a dit, je ne vous répondrai pas. Et oui, on a fini notre enquête, mais je ne vous dirai pas qui est le coupable. Ensuite, il y a eu le Danemark qui a mené son enquête et qui a dit, on a fini notre enquête et on ne vous dévoilera pas la conclusion. Ensuite, il y a eu l'Allemagne qui a fait son enquête. L'Allemagne a fait son enquête, c'est elle qui a duré le plus longtemps d'ailleurs comme enquête. Et c'est pareil, ils ont terminé et ils ne veulent pas nous dire la conclusion de l'enquête. Ah, trois rapports d'enquête de trois pays différents et aucun des trois ne veut dévoiler la conclusion de l'enquête. C'est bête, hein. C'est bête. Et après, les États-Unis ont dit ah bah c'est l'Ukraine. Ah bah voilà, c'est l'Ukraine parce qu'il fallait bien un bouc émissaire ridicule. Donc c'est 6 personnes dans un bateau. Voilà, 6 Ukrainiens dans un bateau qu'on fait, qu'on un petit bateau en plus, hein, et qu'on détruit les Nord Stream. Bah là c'est pareil, on commence comme ça. Le 737, bah c'est les Russes, parce que bon bah ça peut être que les Russes, hein. Tout ce qui nous arrive, un- une tempête de grêle en Angleterre, ah bah c'est les Russes, hein. Ils ont lancé des produits chimiques sur l'Angleterre. Ça ne peut être que les Russes. Vous voyez, on en est à ce stade-là, hein. Et je ne rigole qu'à demi en disant ça, hein. Tout est la faute des Russes, hein, et ça remonte loin, hein. N'oublions pas l'élection de Trump en 2016, c'est grâce à sa collusion avec la Russie, hein. Vous vous souvenez de ça? Même si ça a été démystifié par le département de la justice après 3 ans d'enquête, bah, les médias reprennent cela comme si c'était toujours vrai, malgré que ça a été prouvé que c'était faux. Eh bien, les médias font semblant d'ignorer ce rapport d'enquête du département de la justice américaine. Et bien là, voilà. Là, les médias bah, commencent par dire ah bah non, c'est la Russie. Ah mais il n'y a aucune preuve. Ah ouais, mais bon, il n'y a aucune preuve, mais il y a quand même de fortes chances que ça soit la Russie, hein. Et c'est comme ça pour tout. Et c'est comme ça pour tout. Et donc ces escalades sont absolument nécessaires. Cette atmosphère anxiogène qui est en train d'être créée dans toute l'Europe, bah, c'est fait exprès, bah, évidemment. C'est la base de la manipulation mentale. Il faut manipuler le peuple. Donc c'est le phénomène de la grenouille ébouillantée. Hein, vous faites tout doucement augmenter la température, la grenouille ne s'en aperçoit pas, et à la fin des fins, elle est ébouillantée et elle meurt. Bah voilà, donc le peuple ne s'aperçoit pas qu'il y a une montée anxiogène, et il devient de plus en plus anxieux, et donc il va croire les paroles alarmistes des médias qui vont être de plus en plus alarmistes, parce que bien évidemment, il faut bien préparer les peuples d'Europe à faire l'impensable, parce qu'on en arrive toujours là, hein, rappelez-vous le Covid, hein, faut bien préparer les esprits pour à la fin faire en sorte que le peuple agisse de manière qui en temps normal aurait été impensable et inacceptable. Et bien grâce à cette méthode de manipulation mentale, on peut faire tout et n'importe quoi au peuple. Un peuple qui a peur, c'est un peuple totalement malléable par l'État, et l'État peut en faire exactement ce qu'il veut. Évidemment, ça marche sur les peuples ignorants qui ne réfléchissent pas. Ça ne marche pas sur les autres, mais les autres ont toujours été une minorité. Comme ça, c'est toujours le cas de toute manière. Bref, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'escalade. Évidemment, on nous prépare à la guerre avec la Russie. Il ne dépend plus maintenant que des peuples européens afin qu'ils votent pour les bonnes personnes et non pas pour des va-t-en-guerre. Alors maintenant, concernant Donald Trump et l'Ukraine, on a un article de France 24 qui nous dit Donald Trump nomme le fidèle Keith Kellogg comme émissaire pour l'Ukraine et la Russie. Le président élu des États-Unis a annoncé mercredi nommer l'ancien général Keith Kellogg comme émissaire pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Au printemps, ce fidèle de Donald Trump avait préconisé d'amener Kiev à des concessions.
Alors, la nouvelle recrue de Donald Trump est un ancien général. Le président élu des États-Unis a annoncé mercredi nommer Keith Kellogg, qui lui est très fidèle, comme émissaire pour l'Ukraine et la Russie. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur ce Keith Kellogg? Donc, il a 80 ans, c'est un républicain, et il avait dit que toute future aide militaire américaine exigera de l'Ukraine qu'elle participe à des pourparlers de paix avec la Russie, avait-il préconisé, appelant également à reporter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pour une période prolongée afin de convaincre Vladimir Poutine de participer aux pourparlers de paix. Donc ça, c'est Keith Kellogg, et n'oublions pas que Donald Trump, lui, avait dit à plusieurs reprises qu'il voulait arrêter de financer l'Ukraine, qu'il voulait arrêter d'armer l'Ukraine pour qu'il n'y ait plus de morts. C'est ce que disait Donald Trump. Et quand Zelensky avait finalement convaincu Mike Johnson, le président du Congrès, de débloquer les 60 milliards de dollars, Donald Trump avait dit de Zelensky qu'il était le plus grand commercial du monde. Aussi, n'oublions pas que Trump a largement armé l'Ukraine bien avant l'invasion russe du 24 février 2022, des années avant. Pendant son mandat, Trump a bien armé l'Ukraine. Et l'exemple le plus connu qui est repris dans les médias, c'est la livraison de matériel Javelin, le système anti-char portable. Voilà, entre autres choses, bien sûr, mais ça, c'est son fait d'armes le plus connu. Donc tout ça participe au flou général quant aux intentions de Donald Trump. Bref, on a compris que Donald Trump, il n'était pas pour continuer à armer l'Ukraine. Ça, on l'avait compris. Le problème, c'est qu'avec Donald Trump, on ne sait jamais quoi vraiment en penser. Parce que comme tout est flou et qu'il n'a rien précisé, eh bien, tout est à débat. Va-t-il forcer l'Ukraine à céder face aux exigences russes pour faire une paix très rapide et tout arrêter afin de mieux profiter de l'Ukraine après? N'oublions pas qu'il y a les ressources de l'Ukraine. Peut-être qu'il y a un marchandage à faire avec la Russie pour dire bon, j'arrête la guerre, toi tu as ces territoires-là, mais tu me laisses l'ouest de l'Ukraine qui est très riche en ressources et tu m'embêteras pas quand je vais prendre toutes ces ressources. Peut-être qu'il y a un marchandage comme ça qui se fera. Ou peut-être tout à l'opposé, Trump qui va dire, eh bien moi je vais armer considérablement l'Ukraine, j'ai parlé avec Poutine, il veut pas de paix, il a des exigences qu'on ne peut pas atteindre, il est inflexible, et bien nous aussi on sera inflexible, on va armer l'Ukraine et comme ça Poutine sera obligé d'aller à la table des négociations parce que l'Ukraine sera trop forte. Voilà, en gros c'est ça. Mais il n'y a qu'un petit problème, autant le premier scénario est possible, autant le deuxième scénario est très très peu probable. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont dans un état d'effondrement, que ça soit au niveau économique, sociétal ou militaire. Et en plus, les États-Unis doivent fournir un effort constant d'alimentation militaire pour Israël. Parce qu'en attendant, il y a une petite guerre, on va-t-on dire, au Moyen-Orient, avec Israël, le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Donc, on ne peut pas relâcher la pression pour Israël. Israël passera avant tout le monde. Israël avant tout. Le Congrès a toujours vu Israël comme quelque chose de peut-être au moins d'équivalent aux États-Unis, même peut-être même plus important que les États-Unis. Donc le Congrès ne lâchera jamais Israël. Et en plus, on a Taïwan. Taïwan où les tensions ne cessent d'augmenter. Donc faut bien faire quelque chose pour Taïwan. Et n'oublions pas que pour Donald Trump, l'ennemi n'est en aucun cas la Russie, mais c'est la Chine. Voilà.
Et le deuxième ennemi pour Trump, juste après la Chine, c'est l'Iran. Voilà, à cause d'Israël. Hein, parce que Israël est très cher en son cœur à Donald Trump. Mais en aucun cas, c'est la Russie et l'Ukraine, c'est pas qu'il s'en fout un peu, loin de là. N'oublions pas les ressources de l'Ukraine. Mais ça passe en troisième position, très largement troisième position. Voilà, donc en fait, on ne sait pas, c'est vrai, là les médias ont raison de dire qu'il est imprévisible. On ne sait pas. Il suffit que Vladimir Poutine agace Donald Trump, et hop, sur un coup d'émotion, un coup de sang, bah, ils prennent la parole disant «Ah, je vais armer l'Ukraine quoi qu'il arrive», voire quelque chose d'encore plus fou. Bon, franchement, je n'y crois pas à cette perspective. Je ne pense pas. Le scénario numéro un qui est d'arrêter d'armer l'Ukraine et de financer l'Ukraine est de loin le plus probable. De loin. De mon point de vue, bien sûr. Donc il est imprévisible, mais il a quand même un côté pragmatique. Il sait très bien dans quel état sont les États-Unis. Donc je ne crois pas, je suis même persuadé que c'est plutôt le scénario numéro un qui va arriver, c'est-à-dire que l'Ukraine va tout d'un coup se retrouver très seule. C'est comme ça que je le vois, en tous les cas, c'est comme ça que l'Union européenne est en train d'aller. La direction de l'Union européenne, c'est ça. Alors il y a les petites manigances de Macron et de Keir Starmer dans leur coin, mais bon, Keir Starmer, voilà, à la dernière minute, il a rétro-pédalé. Donc reculade qui est exactement à l'image de celle de l'Allemagne d'ailleurs. Bon, bref, en attendant, pour l'instant, on ne peut faire que des hypothèses, bien sûr, et dire uniquement ce qui nous paraît le plus probable, et là, en l'occurrence, ce qui me paraît le plus probable. Et une dernière fois, j'en reviens au scénario de l'abandon de l'Ukraine. Nous allons voir un petit extrait d'Arte Reportage qui nous montre à quel point les désertions sont importantes dans l'armée ukrainienne. Il n'y a que maintenant que les grands médias en parlent. Moi, je vous avais déjà montré des articles du New York Times et du Washington Post il y a plus d'un an qui déjà, eux, en parlaient. Mais maintenant, les langues se délient parce qu'en fait, les désertions sont tellement massives qu'on ne peut plus le cacher. Je vous laisse voir ça. Ce qui explique en partie ce recul, ce sont les nombreuses désertions dans l'armée ukrainienne. En bref, ça devient de plus en plus difficile. En octobre 2024, le bureau du procureur général d'Ukraine a décidé de communiquer sur les désertions. Kiev donne ainsi un aperçu de l'ampleur du phénomène sur les 8 premiers mois de l'année 2024. Plus précisément, plus de 15 000 hommes ont déserté l'armée entre janvier et août 2024. C'est 5 fois plus qu'en 2022 et près de 2 fois plus qu'en 2023. Et si l'on ajoute les procédures concernant les abandons non autorisés d'unités, autrement dit les refus d'obtempérer, notamment sur le champ de bataille, plus de 50 000 soldats feraient défaut depuis le début d'année, plus de 80 000 depuis le début du conflit. Pour mieux comprendre l'ampleur de ces chiffres, il faut les mettre en perspective avec le nombre de soldats ukrainiens déployés sur le front. Difficile d'en connaître le nombre exact, mais il serait au moins 300 000 selon Stanislav Asseyev, journaliste et écrivain ukrainien. Kiev espère en mobiliser 160 000 de plus dans les prochains mois, mais tous ces chiffres sont difficilement vérifiables. Pour Stanislav Asseyev, qui a combattu pendant 7 mois dans un bataillon de la défense territoriale, les chiffres concernant les déserteurs depuis le début du conflit doivent être aujourd'hui revus à la hausse. Je vous assure qu'il s'agit de plus de 100 000 personnes, oui, absolument. Alors comme c'est la tradition depuis le 10 août 2024 dans les points sur l'Ukraine, je vous donne les chiffres qui sont donnés côté russe via TASS, donc l'agence de presse russe, concernant les pertes ukrainiennes à Kursk. Donc là, depuis le début des hostilités à Kursk, Kiev a perdu plus de 36 600 soldats, cela compte les morts et les blessés, 223 chars, les détruits et les immobilisés, 158 véhicules de combat d'infanterie détruits et immobilisés, et après les chiffres c'est toujours détruits ou immobilisés.
123 véhicules blindés de transport de troupes, 1201 véhicules blindés de combat, 1056 véhicules à moteur. Donc ça, ce sont des véhicules non militaires, donc des véhicules de particuliers. 305 pièces d'artillerie, 40 lance-roquettes multiples, dont 11 HIMARS et 6 MLRS de fabrication américaine. Je rappelle que les HIMARS et les MLRS, ce sont des lanceurs qui coûtent grosso modo 5 millions de dollars unité prix 2024. 13 lanceurs de missiles antiaériens, 7 véhicules de transport et de chargement, 70 stations de guerre électroniques, 13 radars de contre-batterie, 4 radars de défense aérienne, 27 pièces d'ingénierie et d'autres équipements, dont 13 véhicules contre-obstacles, 1 véhicule de déminage UR-77, 6 véhicules blindés de réparation et de dépannage, ainsi qu'un véhicule de commandement et d'état-major. Dans les informations diverses, on va commencer avec un article de Military Watch Magazine qui nous dit « La Grande-Bretagne et la France viennent d'augmenter les stocks de missiles de croisière de l'Ukraine, prêts à lancer des frappes majeures en profondeur contre la Russie. » Donc là, on apprend que des Storm Shadow et des Scalp ont été livrés à hauteur de 150 jusqu'au 19 novembre. Donc 150 maximum, hein, c'est la valeur maximum qui a été livrée. Peut-être que c'est moins. Attention, c'est jusqu'à 150. Storm Shadow et Scalp, les deux. Hein. Jusqu'à 150. Donc peut-être qu'il y en a eu 110, 120, 80, on ne sait pas. Mais un maximum de 150 ont été livrés à l'Ukraine jusqu'à maintenant. Là, on apprend que les missiles Storm Shadow et Scalp ont tous deux été abattus et abattus électroniquement à plusieurs reprises par les forces russes, la capture des missiles relativement intacts ayant facilité le développement de contre-mesures électroniques plus efficaces. Donc les Russes ont pu abattre pas mal de Storm Shadow via leur brouillage électronique de guerre, qui est le meilleur du monde et de très très loin. Tout le monde le reconnaît, hein, même le Pentagone le reconnaît. Et donc ça leur a permis de récupérer des scalps parfois presque intacts. Alors bon, là il vous montre un scalp qui est vraiment très abîmé quand même, qui est un peu coupé en deux. Mais moi j'ai vu une photo d'un scalp qui était quasiment intact, on avait l'impression qu'il s'était posé dans un champ. Donc bon bah là c'est pas montré, c'est dommage. Mais bon bref, le fait que les Russes puissent récupérer des scalps et des Storm Shadow qui ne sont pas complètement pulvérisés, ça leur a permis, comme c'est dit ici dans Military Watch Magazine, de faire des contre-mesures toujours plus efficaces. Bref, c'est exactement le même scénario qui s'est passé avec les roquettes HIMARS, considérablement utilisées au début par l'Ukraine et ensuite qui ont quasiment complètement été arrêtées d'utiliser par l'Ukraine, puisque 92 à 94% des HIMARS sont arrêtés uniquement par le brouillage électronique russe. Uniquement, hein. Il n'y a même pas besoin d'envoyer des drones ou des missiles contre ces roquettes. Hein. Donc là, on lit des sources occidentales et ukrainiennes ont par le passé exprimé à plusieurs reprises leur frustration considérable face à l'efficacité des capacités de guerre électronique russes pour empêcher une large gamme de classes de missiles guidés d'être utilisées efficacement sur le théâtre. Les deux classes de missiles de croisière européens en faisant partie, c'est-à-dire les Shadow, les Storm Shadow et les Scalp. Même si les défenses russes contre les attaques de missiles de croisière se sont révélées redoutables dans le passé, la défense du vaste territoire intérieur russe contre les attaques de missiles de croisière constituera un défi bien plus grand que la protection de positions de première ligne limitées. Donc là, Military Watch Magazine dit que ça va être beaucoup plus difficile de défendre la frontière russe que de défendre le théâtre des opérations en ce moment dans le Donbass ou à Kursk.
Bah oui, évidemment, la frontière russe est absolument gigantesque, étant le plus grand pays du monde. Donc très intéressant à savoir cette fragilité des Storm Shadow qui en plus sont relativement pas faciles à abattre. Ils sont plus durs à abattre que les attaques MS, mais les S400 et les dernières générations de Pantsir, d'après les blogueurs russes, évidemment, on les croit pas. Mais les S400 et la dernière génération de Pantsir, c'est-à-dire les Pantsir M, eux disent que c'est facile à abattre les Storm Shadow et les Scalps. Bon, c'est ce qu'ils disent. Après, chacun jugera. Là, un article de MSN qui nous dit l'Ukraine est coincée avec 100 000 obus de mortiers défectueux. L'Ukraine a retiré du front 100 000 obus de mortiers défectueux de 120 mm. Ils n'ont pas explosé ni bloqué les lanceurs. Ces obus sont indispensables à l'armée ukrainienne pour repousser les attaques de l'infanterie russe et gagner du terrain. Des investigations sont actuellement en cours pour déterminer les causes possibles du problème. Erreur de production, mauvais stockage sur le front ou sabotage. Les premiers signes indiquent une mauvaise charge de poudre et un manque de respect des exigences de stockage. Cette perte constitue un sérieux revers pour l'Ukraine qui a récemment commencé à produire davantage de munitions pour être moins dépendante de l'aide étrangère. Cependant, l'incident met également en lumière des défis plus vastes tels que les stocks limités de munitions en Occident et l'importance d'un entretien et de tests adéquats des munitions. Cette tâche est souvent négligée en raison du manque de personnel, un problème encore plus aigu en temps de guerre. Alors un manque de personnel et un manque de temps aussi, et d'organisation. Tout ça fait qu'on en arrive là. Donc là, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, MSN a publié un article vraiment explosif, parce que d'habitude, ce genre de choses est caché par les médias. Donc c'est bien qu'on arrive à des vérités comme ça, et je pense que ce genre de mésaventure va se multiplier, puisque manque d'hommes, front qui s'effondre graduellement, lentement mais sûrement, et il y aura de plus en plus de déconvenues de ce genre à l'avenir, tout du moins je le gage fort. Alors là, on a un article d'ABC News, donc un des plus grands médias américains, qui nous dit la désertion menace d'affamer les forces ukrainiennes à un moment crucial de sa guerre avec la Russie. La désertion prive l'armée ukrainienne de main-d'œuvre dont elle a désespérément besoin et paralyse ses plans de bataille à un moment crucial de sa guerre contre la Russie. Et oui, et cette désertion a des conséquences multiples. Extrêmement variés. Là, précédemment, on vient de voir que les obus étaient mal entretenus, les obus de mortier, mal stockés. Donc évidemment, avec un problème de personnel, il y a des conséquences en chaîne. Donc après, il y a un manque d'organisation, manque de moyens, donc manque de temps, alors que l'Ukraine est en permanence en état d'urgence pour absolument tout. Donc tout cela participe à l'effondrement, mais rien de nouveau sous le soleil. Alors là, on va voir un extrait de la télévision allemande qui est vraiment édifiant et encore une fois explosif. Donc là, nous lisons la télévision allemande fait un reportage lamentable sur l'Ukraine. La télévision publique allemande se plaint de Kiev. Les Russes avancent chaque jour dans de nombreux endroits. Les soldats ukrainiens s'enfuient. Des soldats ukrainiens se suicident. La situation est vraiment mauvaise sur le front. Donc on va regarder ça ensemble vite fait. Es ist natürlich unterschiedlich. Hier in Kiew, in der Umgebung, in der Flugabwehr ein bisschen anders als an der Front. Dort ist die Lage wirklich extrem. Donc la différence de situation entre Kiev et le front est énorme, puisque sur le front la situation
est extrêmement mauvaise. Schlecht, die Russen rücken an vielen Orten permanent und jeden Tag Donc la Russie avance dans beaucoup d'endroits tous les weiter jours. vor. Und ich sag's oft, es mangelt an allem. Es mangelt an Munition, es mangelt an Waffen, Il y a un manque de munitions, d'équipements, un manque de es soldats. mangelt an Soldaten. Wir hören davon, dass Soldaten Nous avons entendu que des soldats s'enfuyaient abhauen, sich das Leben nehmen. pour se suicider. C'est énorme, pour se suicider. Donc le moral est extrêmement mauvais. Ah bah oui, là c'est sûr. Donc vous voyez, les médias commencent à avoir les langues qui se délient et à dire la vérité. Moi, ça fait plus d'un an et demi que je vous dis cela déjà, mais au moins là c'est dit dans un grand journal allemand, télévision publique, très intéressant à voir. La DPA International qui nous dit que l'Allemagne met en garde la Chine contre la fourniture de drones à la Russie pour l'Ukraine. Donc là, vous pouvez voir Josep Borrell et Annalena Baerbock, donc la ministre des Affaires étrangères allemande. Alors elle est complètement folle. C'est une rageuse. Elle veut absolument la guerre avec la Russie. D'ailleurs, il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois, mais je crois que c'était il y a entre 1 an et demi et 2 ans, elle s'est fait remonter les bretelles par Olaf Scholz, parce qu'elle avait quasiment déclaré la guerre à la Russie, à la télévision, hein, avec ses paroles. Elle avait quasiment déclaré la guerre à la Russie. Évidemment, ça a été un scandale absolument international. Et là, c'était fait fortement réprimander par Olaf Scholz. Mais bien évidemment, vous connaissez le courage légendaire d'Olaf Scholz. Hein, n'oubliez pas les Nord Stream, vous connaissez son courage légendaire. Il n'a fait aucune sanction contre elle. Aucune sanction contre elle, elle est toujours là. Bref, je continue. La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a mis en garde la Chine contre tout soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec du matériel militaire lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne lundi. Baerbock a déclaré que les partisans de la Russie doivent comprendre que la guerre en Ukraine concerne les intérêts fondamentaux de sécurité de l'Europe et que pour cette raison, soutenir la Russie doit avoir et aura des conséquences pour la Chine. Et oui, parce que bon, ils se sont aperçus, surtout Josep Borrell, qui a été le plus bruyant, le plus remuant, en disant qu'il y avait une usine de fabrication de drones en Chine et que de cette usine de fabrication de drones en Chine, la Chine aidait la Russie. Mais en réalité, on apprend que les faits sont déformés, car oui, il y a bien une usine de fabrication de drones en Chine importante, mais elle est russe. Voilà. Et ça, c'est un détail qui est toujours omis dans les médias. C'est une usine de fabrication russe, une usine purement russe, qui est en Chine. Voilà. Mais ça, c'est un détail que, évidemment, ils oublient sciemment de dire dans les médias. Alors là, on voit un tableau très intéressant du FMI qui est paru il y a très peu de temps et qui place la Russie au 4e rang mondial concernant le PIB. Donc la Russie est passée devant le Japon et l'Allemagne. Et là, ce qui est intéressant à voir, outre le classement où la Russie est passée 4e, c'est les montants du PIB. Vous voyez que là, le FMI a publié 2024 les montants du PIB. Et là, vous voyez la Banque mondiale. Et vous voyez que la Banque mondiale, vers mi-2023, fin 2023, avait publié ça comme prévision. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence avec le rapport du FMI. Par contre, regardez le rapport de la CIA. Parce que oui, la CIA, c'est tellement énorme. C'est un État dans l'État aux États-Unis que oui, ils ont un département économie. Et oui, ils calculent aussi le PIB. Et pas que ça d'ailleurs. Mais regardez, là, c'est ce que disait la Banque mondiale.
Et le FMI en 2023 disait quelque chose qui était à peu près comme la Banque mondiale. Mais regardez la différence entre la CIA et la Banque mondiale. Hein. Ça avait paru au même moment. Hein. Vous voyez? Alors n'y voyez là aucun biais, aucune propagande, n'y voyez là absolument rien. C'est de la pure coïncidence. Bien évidemment que la CIA avait diminué énormément le PIB de la Russie. Et pourtant, le FMI et la Banque mondiale, eux, publiaient des chiffres bien plus élevés que la CIA. Mais qui va s'en étonner en réalité? Donc, c'est un résultat très intéressant. Et à tous ceux qui disaient que la Russie est en train de s'effondrer au niveau économique, eh bien, pour la millième fois, on voit que ce n'est pas le cas. Tout au contraire, depuis qu'il y a l'opération militaire spéciale, la Russie se porte de mieux en mieux. Bon, évidemment, tout n'est pas rose. Là, c'est comme ça maintenant. Ce sera comme ça d'après les prévisions du FMI en 2025. Mais les gains en PIB de la Russie vont diminuer assez largement d'après le FMI en 2025. Donc la guerre quand même prend sa part sur la Russie. La Russie ne peut pas se permettre de rester en guerre pendant environ 3 ou 4 ans. Ça, c'est d'après les chiffres du Pentagone. D'après le Pentagone, la Russie peut encore se battre 3 ans, mais pas plus. C'est ce que dit le Pentagone. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Mais moi, je suis assez d'accord avec le Pentagone. Ça me paraît très crédible. Moi aussi, je dirais dans les 3 ans, d'après tout ce que je sais. Et on va maintenant passer à la carte militaire. Voici la carte militaire et j'en profite pour faire une réponse publique à une question d'un auditeur qui m'a posé la question suivante sur ProtonMail, c'est-à-dire combien de temps cela me prenait pour faire la carte militaire chaque semaine. Eh bien, je ne peux pas dire exactement, mais cela me prend énormément de temps. En fait, c'est ce qui me prend le plus de temps, puisqu'il faut lire des dizaines et des dizaines de rapports, jeter ce qui est invraisemblable, faire des recoupements de faits. Alors avec l'habitude, évidemment, on sait quelles sont les bonnes sources, donc c'est de plus en plus facile, mais cela me prend des heures et des heures par semaine. Voilà. Bref, la carte militaire, donc on va commencer de manière générale par des frappes qui ont été faites par les Ukrainiens sur 2 aérodromes, faites par apparemment des attaques MS. Alors pour l'aérodrome qui est dans la région de Sévastopol, là franchement je ne suis pas sûr si ce sont des drones ou des attaques MS. J'ai des rapports contradictoires, plus vraisemblablement des drones. Parce que si ça avait été des attaques MS, je suppose que les grands médias en auraient parlé. Mais en tous les cas, donc cet aérodrome a été frappé. Il n'y avait aucun avion, puisqu'il n'y a aucun avion dans des aérodromes, même à quelques centaines de kilomètres du front. Ils sont beaucoup plus éloignés, en tous les cas à plus de 300 km au minimum. Il y a une deuxième frappe qui a été faite, celle-là bien documentée sur Kursk, frappe du 25 novembre. Donc 5 attaques MS sont frappées cet aérodrome qui était vide. D'après les Russes, il n'y avait pas d'avion. Et donc 3 attaques MS ont été interceptées. 2 ont pu frapper l'aérodrome. C'était des attaques MS avec des sous-munitions. Et d'après les débris retrouvés par les Russes, c'était de très anciens attaques MS. Donc les Américains se débarrassent de leurs vieux attaques MS apparemment. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les frappes d'attaques MS là sur Kursk. Et bon, peu vraisemblablement sur Sévastopol. Bref, continuons toujours par le sud. Alors ça fait des mois que je vous le dis et ça se précise chaque semaine. Donc là maintenant de plus en plus de médias en parlent. Les médias disent qu'il y aurait de plus en plus de troupes ici pour faire une grande offensive sur Zapalojye.
Ça fait des semaines et des semaines que je vous répète la même chose sur les cartes militaires. Alors maintenant, ça se voit pas trop sur le terrain, mais bon, en tous les cas, moi j'ai eu des rapports de blogueurs russes qui disaient qu'effectivement, il y avait de plus en plus de forces qui s'agglutinaient ici. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais si les grands médias en parlent, c'est qu'il doit y avoir quand même du vrai. Alors là, dans la zone d'Orirov, il y a eu une avancée importante puisque d'habitude cette zone-là est très très calme. Donc là, il y a eu une avancée vraiment une importance sur la ville même d'Orirov. Donc là, c'est les lignes de la semaine dernière, hein, en pointillé, c'est les lignes de la semaine dernière et l'épingle rouge, c'est la direction de l'avancée. Un peu plus sur Grand Novosilka. Là, il y a eu de grosses avancées, Là, c'est les lignes de la semaine dernière. Pour vous repérer, j'avais entouré la ville d'Ugledar ou Vuhledar en occidental, hein, parce que c'est Ugledar en réalité. Et donc vous voyez que là, ici, des avancées très importantes. Alors évidemment, quand Grand Novosilka sera prise, bah, ça va faire un mini séisme sur le front. C'est pas ce qu'il y a de plus important, mais c'est quand même une grosse prise pour les Russes. Donc vous voyez, grosse avancée, grosse avancée. Là, ils ont vraiment pris la moitié, presque la moitié de Grand Novosilka. Donc c'est un petit nœud logistique, un petit verrou stratégique aussi. Là, j'ai mis des barres verts ici et ici, bah, parce que ce sont des routes, là, cette route-là et cette route-ci, ce sont des routes d'approvisionnement extrêmement importantes. Et c'est le but des Russes de prendre ces routes-là, surtout celle-ci bien sûr, afin de couper les grandes routes d'approvisionnement pour Grand Novosilka. Donc ça, c'était très important. Alors les grandes flèches que vous voyez, ce sont des flèches d'avancée stratégique potentielle de ce que je pense être la stratégie russe. Donc là, pour moi, ils veulent prendre la ville de Constantinople. Ça, pour moi, c'est, je pense, ce qu'ils vont faire. Là, grosse avancée. Donc là, vous pouvez voir au sud de Koulakovier, grosse avancée. Et sur Koulakovier, ben, petite avancée, mais relative, parce que quand c'est en zone urbaine, on peut dire que c'est une avancée importante, hein. On ne peut pas comparer les avancées en race campagne et en zone urbaine, hein, puisqu'en zone urbaine, c'est beaucoup plus difficile. Alors, d'après Julian Röpke, donc le grand journaliste du grand journal allemand Bild, l'avancée aurait été faite par une dizaine de soldats russes. Une dizaine seulement. D'après Julian Röpke, hein, du Bild. Donc très très étonnant. Donc en fait, lui c'est un pro-ukrainien très très fort, hein. Donc quand il a fait ce tweet, il était extrêmement désappointé parce que ça veut dire que en fait il y a eu des fuites. Les Ukrainiens ont fui carrément la zone. Bah oui, parce que pour qu'une dizaine de soldats avancent comme ça, fassent une avancée, ça veut dire que là, il n'y a plus personne, hein. Il n'y a plus personne, parce que là, ils savent que là, les Ukrainiens qui sont là, pourtant, il n'y a eu aucun ordre de retraite, ils savent qu'ils vont se faire encercler, ils le savent bien. Et pourtant, il n'y a aucun ordre de retraite qui a été donné aux soldats ukrainiens ici. Donc, ils sont dans un chaudron et ben, ils n'ont aucune chance, bien évidemment. Alors là, la zone la plus importante du front, encore une fois, encore chaque semaine maintenant, une énorme avancée, vous voyez, sur toute cette longueur, une énorme avancée par rapport à la semaine dernière, vous pouvez le voir. Donc Paklovsk va être prise par le sud, apparemment, comme je vous le dis depuis des semaines, puisque ça fait, allez, on va dire au moins 2 mois qu'il n'y a eu aucune avancée du nord. Ils ont décidé de prendre vers le sud, pour surtout aller vers
Oudachny, alors Oudachny, ça fait quelques semaines que je voulais entourer parce que je l'avais mise là au moment où Solidovo a été prise. Alors pourquoi j'ai mis Charbon? Ben parce que Solidovo, il y a une grosse mine de charbon, donc je vous le disais depuis des mois, donc qui a été prise, donc ça a été un gros coup pour les Ukrainiens, puisque Selidovo et Oudachny, c'est du charbon de très haute qualité, indispensable pour l'industrie sidérurgique ukrainienne. Donc là, ça a fait un gros coup, et là, ça fera un gros coup terrible, parce que, à ma connaissance, il n'y a plus d'autres mines à prendre côté ukrainien de charbon de très haute qualité pour la sidérurgie. À ma connaissance, c'est la dernière. Donc ça va être un gros coup pour les Ukrainiens. Et alors, inutile de vous dire que la prise de Pakrovsk, qui est la cible la plus importante du front, puisque le plus gros nœud logistique du front, alors là, ça va être une catastrophe absolue. Donc c'est là où il se passe le plus de choses. Là, c'est Géalimov, hein, le général Géalimov, qui fait ces assauts-là. Donc il est devenu une légende chez les Russes, hein, parce que c'est lui qui s'occupe de tout ce front-là. Ça y est, il est passé au niveau de légende côté russe. Sur Toretsk, il y a eu une petite avancée, mais vraiment petite. Alors je l'ai entouré d'une zone verte, là, d'une ligne verte, pour montrer toute l'importance de Toretsk, qui est un verrou stratégique. Chassivia, je l'ai entouré d'une ligne verte parce que c'est le plus gros verrou stratégique de tout le front. Chassivia qui mène à Kramatorsk et Slaviansk. Le prix final, à mon avis, pour les Russes, ça, prix, pour moi, c'est la fin du front. Mais ce n'est que mon avis. Il y a eu des toutes petites avancées sur Chassivial, mais je le note pas parce que c'est trop petit, comme trop petites avancées. Voilà, donc là, il y a eu une avancée aussi importante. Donc là, vous voyez une avancée vers la rivière Oskol, hein. Donc comme je vous le dis depuis des semaines, à chaque fois, ils veulent s'appuyer sur la rivière Oskol, les Russes, bien sûr. Alors là, il s'est passé quelque chose de très inhabituel. C'est arrivé que 2 ou 3 fois à ma connaissance, c'est-à-dire un recul des Russes. Donc les Russes ont reculé sur Kupiansk. Alors vous allez me dire, c'est un petit recul. Alors d'après les rapports russes que j'ai lus, en fait, c'est quand ils avaient avancé la semaine dernière de manière fulgurante. En fait, ils ont avancé avec très peu de troupes. En fait, c'était vraiment, ils ont avancé parce qu'il n'y avait plus de résistance. Donc ils ont avancé, mais ils se sont retrouvés bien esselés et sans renfort. Donc ils ont été obligés de reculer pour consolider. Voilà, donc là ils se sont précipités en gros, hein, et ça a été mal vu. Donc ils ont dû reculer un petit peu pour consolider ici. Donc c'est rarissime que je mette une épingle verte, hein, ça veut dire que les Russes reculent. C'est extrêmement rare. Voilà, donc ça c'était sur Kupiansk. Alors par contre, ils ont avancé là où ils n'avançaient jamais. Voilà, donc vous allez me dire ça compense. Là, ils ont largement passé la rivière Oskol et apparemment, ils vont faire une tenaille apparemment sur le nord et descendre comme cela. C'est ce que j'ai lu sur les rapports russes. Parce que évidemment, vous vous doutez bien que Kupiansk, c'est tellement important pour les Ukrainiens, c'est comme Chassivial ou Pakrovsk. Sur le front de l'Est, c'est là où on envoie le plus de soldats ukrainiens, bien évidemment. Donc les Russes, apparemment, ont décidé de faire un contournement bien plus au nord, afin de faire une tenaille comme ça. Alors maintenant, nous verrons bien si c'est vrai ou pas, s'ils vont vraiment faire ça. Rien ne s'est passé sur le front nord, Volchansk, Lipsy. Alors là, pourquoi j'ai noté ça? Alors ça aussi, c'est rarissime. Là, les Russes ont détruit 3 HIMARS
ici 3 lanceurs HIMARS et 2 lanceurs MLRS. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo, un HIMARS et un MLRS, en gros, ça vaut 5 millions de dollars l'unité. Et les roquettes d'HIMARS, ça vaut environ 100 000 dollars la roquette. Voilà, c'était juste pour le petit détail comme ça. Donc vous pouvez voir que c'est dans la région de Soumy, dans l'oblast de Soumy. Donc là, évidemment, c'est des pertes terribles. Hein. Ces lanceurs, c'est des pertes terribles. Alors pourquoi ces lanceurs? Parce que c'est ces lanceurs qui tiraient aux attaques MS. Donc ils lançaient des missiles attaques MS sur Koursk. Voilà. Et donc ces 5 lanceurs d'attaques MS qui ont lancé les attaques MS ont été détruits. Alors en parlant de la région de Koursk, il y a une petite avancée russe ici, mais qui a permis de prendre la petite ville de Dalino. Donc là, ça avance un peu partout, les Russes poussent un peu partout sur Koursk, mais il ne faut pas oublier que Koursk, c'est là où les Ukrainiens envoient le plus de soldats, et ils n'envoient que des soldats d'élite. Et comme vous avez pu le voir dans le petit article de TASS que je vous ai montré, si vous y croyez, bien sûr, parce qu'il y en a qui disent comme ça vient des Russes, c'est forcément faux. Pour ceux qui prêtent attention à ce qui est dit dans TASS, eh bien, c'est un véritable massacre dans Koursk, aussi bien au niveau des véhicules blindés que des hommes. Hein. Si l'on en croit TASS, bien entendu. Donc sur Koursk, ça pousse de tous les côtés. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don. Lien dans la description. Partagez, partagez, partagez pour mieux faire connaître cette chaîne. Encore une fois, merci à tous de votre soutien et toujours, soyez curieux.